15 octobre 1944, île de Peleliu. Le caporal James Mitchell, 23 ans, se plaque contre un affleurement de corail tandis qu'une autre balle japonaise ricoche sur la roche à 15 cm de son visage. Le M1 carbine dans ses mains ressemble à un jouet d'enfant. Il a déjà placé 3 projectiles en pleine poitrine sur le soldat japonais qui charge depuis l'entrée de la grotte à 30 mètres. L'homme continue d'avancer. Mitchell peut maintenant voir l'expression sur le visage de l'ennemi, de la rage pure. Le sabre levé au-dessus de sa tête capte la lumière de la lune. 25 mètres. Mitchell tire à nouveau. La balle de calibre .30 traverse l'épaule du soldat. Il chancelle mais ne s'arrête pas. 20 mètres. Le caporal sait ce que tout le monde dans le Pacifique sait désormais. Les munitions standards de 7 grammes du M1 carbine n'ont pas assez de pouvoir d'arrêt. Peu importe si vous les touchez. Il continue d'avancer jusqu'à ce que vous touchiez quelque chose de vital ou qu'il vous atteigne avec ce sabre. 15 mètres maintenant. Le doigt de Mitchell retrouve la détente. Mais cette fois, quelque chose est différent. Les cartouches dans ce chargeur provenaient d'une caisse marquée d'un pochoir rouge qu'il n'a pas pu lire dans l'obscurité. Quelqu'un avait murmuré qu'elles étaient de l'approvisionnement spécial. Le tir. Le flash de la bouche est différent, plus brillant, avec une étrange teinte verdâtre. La poitrine du soldat japonais s'embrase. En octobre 1944, le corps des Marines et l'armée des États-Unis faisaient face à un problème critique dans le théâtre du Pacifique qui tuait les Marines plus vite que les balles japonaises. Le M1 carbine, distribué à plus de 6,5 millions de militaires américains, échouait dans sa mission principale, arrêter des combattants ennemis déterminés à courte portée. Les chiffres racontaient une histoire brutale. Les rapports après action de Tarawa, en novembre 1943, documentaient 37 incidents distincts où des soldats japonais absorbaient plusieurs impacts de M1 carbine et continuaient à se battre. À Sepang, en juin 1944, les médecins légistes trouvèrent des corps ennemis avec en moyenne 4,3 impacts de M1 carbine. Des hommes qui avaient continué à se battre assez longtemps pour tuer ou blesser du personnel américain avant de succomber enfin. Les projectiles standards de 7 grammes à chemise métallique pleine, voyageant à 600 mètres par seconde, traversaient simplement les tissus humains sans créer suffisamment de choc hydrostatique pour neutraliser. Le problème s'intensifia avec les tactiques défensives japonaises. Mi-1944, les commandants japonais avaient abandonné les charges Banzai au profit de positions fortifiées dans des grottes et d'attaques d'infiltration nocturne. Les soldats s'injectaient de la méthamphétamine, ce qu'ils appelaient le Senryoku, avant ces attaques. La combinaison d'amélioration pharmacologique et de détermination fanatique signifiait que le choc physiologique des blessures par balle avait un effet immédiat minimal. Les forces américaines devaient toucher le système nerveux central ou provoquer des saignements catastrophiques pour arrêter un attaquant. Avec le pouvoir d'arrêt limité du M1 carbine, cela signifiait un placement de tir parfait dans les pires conditions possibles. Obscurité, combat rapproché et un ennemi se déplaçant à toute vitesse. Le département de l'armement du corps des Marines reçut 1047 rapports officiels de plainte concernant l'efficacité du M1 carbine entre janvier et août 1944. Ce n'étaient pas que des statistiques, c'étaient des Marines morts. Les médecins rapportaient avoir traité des Américains tués par des soldats japonais qui avaient été touchés plusieurs fois, mais avaient atteint leurs victimes avant de succomber à leurs blessures. L'impact psychologique était dévastateur. La confiance en votre arme est essentielle au combat. Quand cette confiance s'évapore, l'hésitation suit. L'hésitation tue. Le service du renseignement technique de l'armée analysa des journaux de combat japonais capturés à Bougainville et trouva de multiples références aux fusils faibles américains. Un lieutenant japonais écrivit « Leurs petits carbines nécessitent de nombreux impacts. Nous pouvons réduire la distance avant que les blessures nous arrêtent. Leur peur de notre lame est notre avantage. Les solutions standards avaient échoué. Les demandes pour plus de fusils M1 garant restèrent sans réponse. La production ne pouvait pas suivre la demande mondiale. Le pistolet mitrailleur Thompson fonctionnait, mais pesait 4,9 kg chargé contre les 2,8 kg du M1 carbine.
Une différence cruciale quand les Marines portaient 30 à 40 kg d'équipement sous une chaleur tropicale. Le M1A, un carbine avec capacité de tir sélectif, aidait, mais ne résolvait pas le problème fondamental. La munition elle-même manquait de létalité. Puis quelqu'un à l'arsenal de Frankford se souvint des balles incendiaires. Depuis 1940, les États-Unis produisaient des millions de projectiles incendiaires pour les mitrailleuses d'avion, principalement la munition incendiaire M1 et M2 de calibre .30-06 pour la mitrailleuse d'avion Browning M2. Ces projectiles contenaient une petite charge incendiaire conçue pour enflammer les réservoirs de carburant d'avion. Le M1 incendiaire utilisait une charge de 0,58 g de mélange incendiaire IM11, un composé à base de magnésium qui brûlait à 2500 degrés Celsius quand la balle frappait une cible et que l'impact écrasait un petit détonateur. En juillet 1944, un ingénieur de l'arsenal de Frankford, nommé Theodor Halpern, proposa d'adapter la technologie incendiaire aérienne à la cartouche de calibre .30 carbine. Le concept semblait simple. Créer une balle plus légère avec un noyau incendiaire qui à la fois basculerait à l'impact et enflammerait les tissus. Les effets psychologiques et physiologiques seraient dévastateurs. Le Pentagone approuva le développement immédiat le 28 juillet 1944. Au 15 août, l'arsenal de Frankford avait produit 50 000 cartouches expérimentales désignées T3 Incendiary. Au 1er septembre, elles furent standardisées comme cartouches incendiaires M27, calibre .30 carbine. Les spécifications étaient des brutales dans leur efficacité. Le M27 utilisait un projectile de 5,25 g contre 7,1 g pour le standard, augmentant la vitesse à 760 mètres par seconde. Le poids plus léger créait une déviation et un basculement plus violent à l'intérieur des tissus. Mais la vraie innovation était le noyau incendiaire IM11 de 0,27 g. Quand la mince chemise de cuivre de la balle se rompait à l'impact, le composé incendiaire se mélangeait au fluide corporel et s'enflammait, brûlant à des températures qui causaient une cautérisation instantanée, une destruction tissulaire massive et un traumatisme psychologique pour quiconque en voyait les effets. Revenons au caporal Mitchell. La cartouche incendiaire M27 représentait une refondation fondamentale de la conception des munitions d'armes légères. Alors que les projectiles militaires traditionnels se concentraient sur la pénétration et l'expansion contrôlée, le M27 transformait la chimie elle-même en arme. La cartouche mesurait 42,7 mm de longueur totale, identique à la munition standard de calibre .30 carbine, pour assurer un chargement fiable dans les M1 et M1A. Un carbine existant sans modification. Mais c'est là que s'arrêtèrent les similarités. Le projectile de 5,25 g, 1,88 g plus léger que le standard, présentait une mince chemise en métal doré de seulement 0,38 mm d'épaisseur au niveau de la pointe, conçue pour se rompre à tout impact plus dur que du tissu. À l'intérieur de cette chemise se trouvait le noyau incendiaire, un cylindre compressé de mélange incendiaire, IM11, mesurant 3,175 mm de diamètre et 7,1 mm de long. L'IM11 combinait de la poudre de magnésium, 73% en poids, du nitrate de barium, 19%, et un composé liant breveté, 8%, que l'arsenal de Frankford classa au niveau secret jusqu'en 1978. À la base de ce noyau incendiaire se trouvait un détonateur contenant 0,05 g de stiffnate de plomb, le même composé utilisé dans les amorces. La physique de l'allumage était élégante et terrible. En frappant une cible, la mince chemise de la balle s'écrasait. Cette déformation écrasait le détonateur contre le noyau incendiaire, créant une étincelle qui enflammait le mélange magnésium-barium en 0,03 secondes après l'impact. Le magnésium brûlant atteignait 2500 degrés Celsius, assez chaud pour enflammer les tissus humains, la graisse corporelle et même la moelle osseuse. Le nitrate de barium fournissait de l'oxygène pour soutenir la combustion.
même dans des environnements pauvres en oxygène comme les tissus profonds. Mais la température seule n'était pas l'arme. La réaction chimique libérait de la chaleur dans un espace confiné à l'intérieur du canal de la blessure. Cela créait une onde de pression qui détruisait les tissus environnants bien au-delà du chemin physique de la balle. L'examen médico-légal des victimes ennemies montrait des canaux de blessures 4 à 6 fois plus grands que ceux créés par les munitions standards, avec des brûlures sévères s'étendant de 5,5 à 7,5 cm autour de la cavité permanente. La vitesse accrue, 760 mètres par seconde contre 600 mètres par seconde pour les munitions standards, provenait du poids plus léger du projectile et d'une charge de poudre légèrement plus puissante. Cela donnait au M27 une balistique externe supérieure jusqu'à 140 mètres, avec seulement 8 cm de chute à 100 mètres contre 10,4 cm pour les munitions standards. La précision s'améliorait même, car le projectile plus léger quittait le canon plus vite, réduisant le temps dans le canon et minimisant l'effet des mouvements du tireur. Le M27 était conditionné dans des contenants distinctifs, des caisses en bois contenant 1000 cartouches dans des boîtes en carton de 50. Chaque boîte portait l'inscription au pochoir rouge. Incendiary Carbine Cal, .30 M27 et un avertissement en petits caractères. À distribuer uniquement sur autorisation directe du commandant de théâtre. Les cartouches elles-mêmes avaient un embout de laque rouge s'étendant sur 3,175 mm depuis la pointe du projectile, le signal de reconnaissance qui empêchait le mélange avec les munitions standards. La production initiale eut lieu à l'usine 4 de l'arsenal de Frankford, où les ouvriers fabriquaient 125 000 cartouches par jour au 15 septembre 1944. L'usine d'armement de Lake City à Independence, Missouri, commença la production secondaire le 1er octobre, ajoutant 200 000 cartouches quotidiennes. En décembre 1944, la production combinée atteignait 11,2 millions de cartouches par mois. Le coût par cartouche était 47% plus élevé que celui de la munition standard de calibre .30, carbine, 0,0342 $ contre 0,0233 $, principalement à cause de l'assemblage manuel requis pour l'installation du noyau incendiaire. Chaque noyau nécessitait un placement et une compression précis pour assurer un allumage fiable. Le contrôle qualité rejetait environ 8% de la production, les cartouches rejetées étant démontées et leurs composants recyclés. Les conditions de stockage spécifiaient des environnements climatisés en dessous de 32 degrés Celsius. Au-dessus de cette température, le mélange IM11 pouvait se dégrader, réduisant la fiabilité de l'allumage. Dans la chaleur tropicale du Pacifique, cela signifiait stocker les munitions M27 dans des bunkers souterrains ou des conteneurs réfrigérés à bord des navires. La durée de conservation dans des conditions de stockage appropriées était de 5 ans, contre un stockage indéfini pour les munitions standards. Les cartouches fonctionnaient dans n'importe quel M1 ou M1A1 carbine, sans modification, mais les Marines apprirent vite à éviter de mélanger les types de munitions dans le même chargeur. Les poids différents des projectiles causèrent des problèmes de fiabilité. Les cartouches M27 plus légères pouvaient parfois ne pas générer assez de recul pour actionner le mécanisme lorsqu'elles étaient chargées après des cartouches standards plus lourdes. La meilleure pratique devint de charger des chargeurs entiers de 15 cartouches avec du M27 ou des munitions standards, jamais mélangées. Les caractéristiques de recul différaient sensiblement. Le projectile plus léger et la charge de poudre plus puissante créaient une impulsion de recul plus vive. Pas plus lourde, mais plus rapide. Les tireurs expérimentés la décrivaient comme plus nerveuse. Cela nécessitait un ajustement mineur de la technique de tir, mais améliorait la vitesse des tirs de suivi, car le carbine revenait plus vite en position. L'effet incendiaire fonctionnait sur plus que des cibles humaines. Les Marines découvrirent qu'une poignée de cartouches M27 pouvait enflammer des caches de munitions, des stocks de carburant et des fortifications en bois. Une seule cartouche dans un stock de munitions japonais pouvait créer des explosions secondaires qui détruisaient des positions défensives entières.
Cela élargissait l'utilité tactique du M27 au-delà de l'usage antipersonnel. Le caporal Mitchell regarde le soldat japonais s'effondrer à 15 mètres. Mais l'homme n'est pas juste à terre, il brûle. Des flammes vert-blanc jaillissent de la blessure à la poitrine, se propageant sur la tunique du soldat. L'odeur frappe Mitchell une seconde plus tard. Tissu brûlant et quelque chose de pire. Quelque chose qui lui tord l'estomac. Le soldat japonais crie. Pas le cri de guerre que Mitchell a déjà entendu. C'est de l'agonie pure. Les flammes gagnent le visage de l'homme, ses mains tandis qu'il essaie de les éteindre. Mitchell tire à nouveau. Par pitié plus que par défense. La deuxième cartouche M27 frappe la tête du soldat. Les cris s'arrêtent. La combustion continue. 3h49. Mitchell appuie sur son radio. Ici Charlie 32. Contact neutralisé. Mais sergent, vous devez voir ça. Le sergent-chef Robert Henshaw atteint la position de Mitchell 90 secondes plus tard avec 3 autres Marines. Tous s'arrêtent quand ils voient le corps. Il brûle encore 5 minutes après le tir fatal. Les flammes ont consumé la plus grande partie de l'uniforme et attaquent la chair en dessous. L'odeur est maintenant insupportable. « Avec quoi diable l'as-tu tiré ?» demande Henshaw. Mitchell éjecte le chargeur, lui montre les cartouches à embout rouge. « Approvisionnement spécial. Le sergent d'intendance a dit qu'elles sont descendues du régiment hier. » Henshaw prend le chargeur, examine une cartouche dans le faisceau de sa lampe torche. « Mon Dieu, ils t'ont donné des incendiaires. C'est pour l'aviation. »« Ça marche, » dit Mitchell. Un autre soldat japonais émerge de l'entrée de la grotte à 40 mètres. Henshaw lève son propre M, un carbine chargé de munitions standard, et tire 3 fois. Le soldat chancelle, mais continue d'avancer. 35 mètres maintenant. « Donne-moi ça », dit Henshaw en prenant le carbine de Mitchell. Il tire une fois. Le flash de la bouche illumine les affleurements de corail avec cette même teinte verdâtre. Le ventre du soldat japonais s'embrase. Il tombe en avant, frappe le sol, brûlant toujours. « Sainte Marie, Mère de Dieu », murmure un des Marines. À 4h30, la nouvelle se répand dans les positions de la première division des Marines sur Peleliu. Les balles de feu sont arrivées. À 6h, chaque marine ayant reçu des munitions M27 les a utilisées. Les résultats choquent même les vétérans de combat endurcis. Le soldat de première classe Anthony Duca, 21 ans, de Brooklyn, utilise des cartouches M27 pour arrêter 3 soldats japonais lors d'une tentative d'infiltration nocturne. Les 3 cibles s'enflamment. Les flammes fournissent assez de lumière pour que d'autres Marines engagent d'autres ennemis. Ce qui aurait été un raid japonais réussi devient un massacre. 12 ennemis morts, 0 perte américaine. Le rapport après action de Duca note « L'effet psychologique sur le personnel ennemi restant fut immédiat. Ils se replièrent plutôt que de continuer l'attaque. Première fois que je vois des Japonais se replier d'un avantage tactique. La bataille pour la colline 100 sur Peleliu, le 16 octobre 1944, fournit le premier test à grande échelle. Les compagnies K et L du 7e régiment de Marines reçoivent 15 000 cartouches M27 à 5h30. À 7h30, ils ont avancé de 200 mètres à travers des positions défensives japonaises qui avaient tenu pendant 4 jours contre des attaques standards. Le capitaine William Thornton commande la compagnie K. Son rapport tactique déclassifié en 1978 décrit l'assaut. À 7h45, nous avons rencontré des positions de grottes fortifiées avec des champs de tir entrelacés. Les attaques précédentes avec des munitions standards ont entraîné 40% de pertes avant le repli. En utilisant des munitions incendiaires M27, nous avons obtenu une suppression avec la première salve. Le personnel ennemi a abandonné ses positions lorsqu'ils ont observé l'effet incendiaire sur les victimes. Nous avons nettoyé 4 complexes de grottes avec seulement 7 pertes au total, 5 blessés, 2 tués, contre une estimation de 60 à 70 pertes en utilisant des tactiques et des munitions conventionnelles. La réponse japonaise révèle l'impact psychologique. Des documents capturés à Peleliu incluent un ordre de campagne du colonel Kunio Nakagawa, commandant du 2e régiment de la 14e division japonaise. Les forces américaines emploient une nouvelle arme incendiaire, cause de graves brûlures à l'impact, engagement à distance maximale recommandé.
Le combat rapproché n'est plus viable tactiquement contre cette arme. Les observateurs des Marines notent des changements de comportement dans les tactiques japonaises dans les 48 heures suivant la première utilisation du M27. Le personnel ennemi qui conduisait auparavant des attaques rapprochées agressives commence à engager depuis des distances plus longues. Les charges Banzai, déjà en déclin, cessent presque entièrement dans les secteurs où les munitions M27 sont lourdement utilisées. Les soldats japonais montrent une hésitation visible face aux Marines connus pour porter les cartouches incendiaires. Le lieutenant Harold Meyers, officier du renseignement du 5e régiment de Marines, interroge un prisonnier japonais le 18 octobre 1944. Le prisonnier, un caporal de 28 ans nommé Takeshi Yamamoto, décrit les munitions américaines comme « le feu du ciel démoniaque », car la combustion ressemble aux projectiles au phosphore utilisés dans les bombes incendiaires aériennes. Yamamoto déclare « Nous avons ordre d'éviter le combat rapproché avec les Marines portant l'arme de feu. Mieux vaut mourir d'une balle régulière que de brûler vif. Ce n'est pas une mort honorable. » Les implications tactiques s'étendent au-delà des combats individuels. Le 20 octobre 1944, un peloton de la compagnie 1, 7e Marines, utilise des munitions M27 pour enflammer une cache de carburant japonaise sur la colline 120. L'explosion qui en résulte détruit un stock de munitions et crée un incendie qui brûle pendant 6 heures. Les forces japonaises évacuent toute la colline. Les Marines occupent la position sans tirer un autre coup de feu. Au 25 octobre 1944, la première division des Marines dépense 147 000 cartouches M27 sur Peleliu. Les pertes ennemies attribuées aux projectiles incendiaires totalisent 1340 tués confirmés. Les pertes américaines dans les engagements utilisant des munitions M27 sont inférieures de 62% à celles d'actions comparables utilisant des munitions standards. Une différence statistiquement significative qui change la doctrine tactique. Les rapports médicaux font une lecture sinistre. Les médecins de la marine traitant des Marines exposés à des ennemis brûlants notent des symptômes de stress psychologique. Plusieurs Marines demandent un transfert hors des unités utilisant des munitions M27. Un rapport médical déclare « La combustion continue pendant 4 à 7 minutes après l'impact. Le personnel ennemi blessé ne meurt pas rapidement. Les sons et les odeurs créent une détresse significative chez le personnel américain forcé d'assister à ces morts. Le succès sur Peleliu déclenche une distribution immédiate dans tout le théâtre. Le 1er novembre 1944, le commandement du Pacifique Sud-Ouest du général Douglas MacArthur émet l'ordre spécial 347 autorisant la distribution des munitions M27 à toutes les unités de l'armée et du corps des Marines engagées dans des opérations de combat rapprochés. Au 15 novembre, des navires de ravitaillement transportent 34 millions de cartouches vers des bases avancées dans tout le Pacifique. La 6e division de Marines reçoit 2,1 millions de cartouches avant l'invasion d'Okinawa en avril 1945. La 77e division d'infanterie en reçoit 1 800 000 pour les opérations aux Philippines. La 32e division d'infanterie reçoit 940 000 cartouches pour la campagne de Nouvelle-Guinée. La priorité va aux unités menant des opérations de nettoyage de grottes et occupant des positions défensives de nuit, les scénarios où le pouvoir d'arrêt du M1 carbine importe le plus. Les contraintes de production limitent la distribution. En décembre 1944, l'arsenal de Frankford et Lake City produisent ensemble 15 millions de cartouches par mois, mais les besoins du théâtre du Pacifique s'élèvent à 28 millions de cartouches mensuelles. Le déficit impose un rationnement des munitions. Chaque opérateur de M1 carbine reçoit une allocation standard, 45 cartouches, M27, 135 cartouches standard par mois. Les éclaireurs, les hommes de pointe et le personnel d'état-major ont la priorité pour des allocations de $27 plus élevées. La logistique s'avère difficile. L'exigence de stockage climatisé signifie que les munitions M27 ne peuvent pas être stockées en position avancée dans le Pacifique tropical. Des navires de stockage réfrigérés, conçus à l'origine pour le transport de nourriture, sont convertis en transporteurs de munitions. Le SS Hesperia et le SS Antares
dédie des cales entières au transport du M27, maintenant des températures à 24 degrés Celsius lors de la traversée de l'équateur. Les données de performance au combat s'accumulent rapidement. Le groupe de recherche opérationnelle de l'armée analyse 2447 combats entre novembre 1944 et mars 1945, où les munitions M27 sont utilisées. Leur conclusion, classée secret jusqu'en 1978, montre des résultats dramatiques. Cartouche moyenne pour neutralisation, 1,7 pour le M27 contre 4,3 pour les munitions standards. Personnel ennemi tué par 1000 cartouches tirées, 340 pour le M27 contre 127 pour les munitions standards. Pertes américaines par engagement, 2,1 pour les unités équipées de M27 contre 5,8 pour les unités standards. Taux de repli tactique ennemi, 34% des engagements avec M27 contre 12% avec les munitions standards. La valeur de guerre psychologique devient apparente. Les interceptions radio japonaises révèlent une peur généralisée des balles de feu. Une transmission de Luçon interceptée par l'Agence de sécurité de l'armée le 14 janvier 1945 déclare « Les forces américaines ont employé une terrible arme incendiaire. Demande immédiate de directives tactiques. » La réponse, interceptée le même jour, éviter l'engagement rapproché. Distance maximale de 200 mètres minimum. L'arme de feu ne peut brûler à distance. Ceci change les tactiques défensives japonaises à travers le théâtre. Les forces ennemies commencent à engager les patrouilles américaines à plus longue portée, réduisant l'efficacité de leur tactique traditionnelle d'embuscade à courte distance. Cela joue directement en faveur des avantages américains en artillerie et en soutien aérien. Des batailles qui auraient été des bains de sang rapprochés deviennent des opportunités d'engagement à distance. L'expérience de la première division de cavalerie aux Philippines illustre ce changement. Durant la bataille de Manille, du 3 février au 3 mars 1945, les forces japonaises défendant la ville mènent initialement une défense rapprochée agressive. Après la première semaine, lorsque les munitions M27 arrivent, les tactiques ennemies changent pour des engagements à plus longue portée depuis des positions fortifiées. Les pertes américaines chutent d'une moyenne de 47 par jour à 23 par jour. Les pertes japonaises augmentent de 340 à 520 par jour car ils s'exposent à des distances où l'artillerie et les mitrailleuses américaines s'avèrent dévastatrices. Mais les munitions M27 créent des problèmes au-delà de la logistique. L'impact psychologique sur le personnel américain s'intensifie avec l'exposition. Le capitaine James Rodriguez, chirurgien de bataillon pour le 2e bataillon, 5e Marines, soumet un rapport médical le 18 décembre 1944 documentant des réactions de stress au combat liées à l'utilisation de munitions incendiaires. 15 Marines de son bataillon présentent des symptômes, incluant cauchemars, refus d'utiliser les munitions M27, et anxiété aiguë lorsqu'ils reçoivent l'ordre d'engager du personnel ennemi avec les projectiles incendiaires. Les implications théologiques troublent les aumôniers militaires. Le père John O'Donnell, aumônier catholique de la 3e division de Marines, écrit au chef des aumôniers le 22 janvier 1945. Des Marines questionnent la moralité d'utiliser des munitions qui causent des souffrances extrêmes. Plusieurs ont demandé si l'utilisation de telles munitions constituait un péché. Je n'ai aucun guide théologique à leur offrir. La question atteint le Pentagone. Le 15 février 1945, le bureau de l'avocat général émet un avis juridique. La munition incendiaire M27 ne viole pas la Convention de La Haye, interdisant les armes causant des souffrances inutiles. L'effet incendiaire sert un objectif militaire légitime, la neutralisation immédiate de combattants ennemis, et n'est pas conçue principalement pour causer des souffrances. La propagande ennemie exploite la controverse. Les émissions de Tokyo Rose font référence aux armes de terreur américaines et aux balles de feu qui brûlent les soldats japonais vivants. Ces émissions incluent des témoignages fabriqués de Marines capturés exprimant soi-disant des remords d'avoir utilisé des munitions M27. Bien que propagande grossière, ces émissions indiquent
la reconnaissance par les Japonais de l'impact psychologique de ces munitions. En mars 1945, 127 millions de cartouches M27 ont été distribuées aux forces du théâtre du Pacifique. La 6e division de Marines seule en dépense 8,4 millions durant la campagne d'Okinawa. La 96e division d'infanterie en utilise 6,1 millions durant la même opération. Bataille après bataille démontre le même schéma. Les munitions M27 réduisent les pertes américaines tout en augmentant les pertes ennemies et forcent des changements tactiques qui favorisent les avantages américains en armes combinées. La science derrière l'efficacité dévastatrice du M27 réside dans la thermochimie et la balistique des blessures. Quand le projectile frappe les tissus, la résistance à l'impact, typiquement de 10 à 20 kg par centimètre carré pour un torse humain, écrase la mince chemise de cuivre. Cet effondrement prend 0,0008 secondes et génère suffisamment de force pour comprimer le détonateur contre le noyau incendiaire. Le stiffnat de plomb dans le détonateur détonne à 230 degrés Celsius quand il est frappé, créant l'étincelle d'allumage initiale. Ceci enflamme le mélange magnésium-nitrate de barium qui commence à s'oxyder à 425 degrés et atteint un pic de température de 2500 degrés en 0,003 secondes. Le magnésium fournit le combustible brûlant avec la couleur blanc-vert caractéristique. Le nitrate de barium sert d'oxydant, libérant des molécules d'oxygène qui soutiennent la combustion même entourée de tissus pauvres en oxygène et de fluides corporels. Le processus de combustion continue pendant 4 à 7 minutes selon la masse tissulaire disponible. La graisse corporelle humaine, essentiellement des lipides, agit comme combustible secondaire une fois enflammée par la combustion initiale du magnésium. Cela crée une réaction auto-entretenue qui continue jusqu'à ce que le mélange incendiaire soit consommé ou que le tissu soit trop endommagé pour soutenir la combustion. Les études de balistique des blessures menées à l'arsenal d'Edgewood dans le Maryland en 1945 documentent les schémas de dommages. Utilisant des blocs de gélatine balistique dopés avec des tissus animaux, les chercheurs tirent des projectiles M27 et mesurent les résultats. La cavité de blessure permanente moyenne est de 7,1 cm contre 1,8 cm pour les munitions standards, une augmentation de 400%. La cavité temporaire causée par le choc hydrostatique et l'expansion thermique mesure 35,5 cm contre 10 à 15 cm pour les projectiles standards. Mais les chiffres ne capturent pas l'effet le plus significatif, la neutralisation immédiate. Les rapports des médecins légistes des victimes du théâtre du Pacifique montrent que le personnel ennemi touché par les munitions M27 a cessé de se battre immédiatement dans 94% des cas contre 31% pour les munitions standards. La combinaison de la douleur, du choc et du traumatisme psychologique d'être mis en feu crée une perte instantanée d'efficacité au combat, même quand la blessure n'est pas immédiatement mortelle. Des limites émergent avec l'utilisation sur le terrain. La mince chemise de cuivre qui permet un allumage fiable s'avère fragile dans les conditions de combat. Des chutes qui n'endommagent pas les munitions standards peuvent bosseler les cartouches M27, créant des dysfonctionnements d'alimentation. Les Marines apprennent à inspecter les chargeurs M27 avant le combat, jetant toute cartouche montrant une déformation de la chemise. L'effet incendiaire échoue dans 6 à 8% des impacts. L'analyse des défaillances identifie 3 causes principales. Dégradation du détonateur par exposition à la chaleur, force d'impact insuffisante lors de frappes à angle oblique ou sur tissu mou, et rupture de la chemise avant l'impact. Le dernier problème survient quand les projectiles frappent des barrières intermédiaires, branches d'arbres, fortifications en bois, qui endommagent la chemise mais ne génèrent pas assez de force pour écraser le détonateur. Le projectile se fragmente sans danger plutôt que de s'enflammer. La pluie crée des problèmes opérationnels. Bien que le mélange incendiaire lui-même soit résistant à l'eau, une exposition prolongée à l'humidité dégrade le détonateur. Les cartouches stockées dans des conditions tropicales pendant plus de 30 jours montrent des taux d'échec d'allumage passant de 7% à 19%.
Les officiers d'intendance mettent en place des calendriers de rotation stricts, s'assurant qu'aucune munition M27 ne reste en position avancée plus de 3 semaines. Le système à gaz du carbine subit une usure accélérée lorsqu'il tire exclusivement des munitions M27. La pression en chambre plus élevée, 3580 kg par centimètre carré contre 2810 kg par centimètre carré pour les munitions standards, augmente le stress sur le piston à gaz et la culasse mobile. Les armuriers rapportent que les carbines tirant principalement des M27 nécessitent le remplacement du piston à gaz après 30 000 cartouches contre 80 000 pour les carbines tirant des munitions standards. L'usure du canon s'avère moins problématique que prévu. La vitesse plus élevée améliore même légèrement la durée de vie du canon, en réduisant le temps dans le canon et l'exposition à la chaleur par projectile. Cependant, les résidus du composé incendiaire nécessitent un nettoyage plus fréquent. Le mélange IM11 laisse des dépôts dans la chambre et le canon qui s'accumulent après 200 à 300 cartouches et peuvent causer des échecs d'extraction. Le démontage et le nettoyage sur le terrain tous les 150 projectiles deviennent une pratique standard. La sensibilité de la munition au choc soulève des inquiétudes de sécurité. Des chutes accidentelles de chargeurs chargés peuvent écraser les détonateurs, provoquant un allumage hors du canon. 3 incidents d'allumage accidentel se produisent durant la guerre, tous résultant de chargeurs lâchés d'une hauteur dépassant 1,80 m sur des surfaces dures. Les cartouches s'enflamment dans le chargeur, déclenchant une réaction en chaîne qui consume tout le chargeur en flammes. Aucune blessure ne se produit car les cartouches brûlent plutôt qu'elles n'explosent. Mais les incidents entraînent de nouveaux protocoles de manipulation interdisant les chargeurs chargés dans les poches de cargo ou le transport non sécurisé. Les forces japonaises tentent de développer des contre-mesures. Des rapports de renseignement de mars 1945 décrivent des soldats japonais trempant leurs uniformes dans l'eau avant les opérations de combat, espérant que l'humidité préviendra ou réduira l'ignition. La tactique échoue. La réaction incendiaire génère suffisamment de chaleur pour vaporiser instantanément l'eau et continuer à brûler. D'autres tentatives incluent le port de multiples couches de vêtements pour absorber l'énergie de la balle avant qu'elle n'atteigne la chair. Cela réduit l'efficacité marginalement, mais crée ses propres problèmes. Les multiples couches de tissu enflammé intensifient le feu plutôt que de le supprimer. Une analyse comparative avec d'autres armes incendiaires révèle les caractéristiques uniques du M27. La grenade à phosphore blanc M15, Willy Pitt, cause des brûlures à 2750 degrés, mais enflamme les surfaces externes plutôt que les tissus internes. Les projectiles incendiaires M1 et M2 de calibre .30-06 pour les canons d'avion contiennent 0,58 g de mélange incendiaire contre les 0,27 g du M27. Mais les projectiles plus gros sont conçus pour pénétrer l'aluminium des avions avant d'enflammer le carburant, pas pour maximiser les dommages tissulaires. L'équivalent le plus proche dans l'arsenal japonais est le projectile incendiaire type 99 de 7,7 mm utilisé dans les mitrailleuses d'avion. Mais les forces japonaises n'adaptent jamais cette munition aux fusils d'infanterie. Des officiers de l'armement japonais capturés et interrogés après la guerre déclarent « Cela était dû à des limitations de capacité industrielle et à des objections philosophiques, quant à causer des souffrances inutiles. » Une perspective qu'ils maintinrent malgré la conduite brutale de leurs propres forces dans d'autres domaines de la guerre. La production des munitions M27 cesse le 16 août 1945, un jour après la capitulation japonaise. La production finale totale s'élève à 187 433 000 cartouches fabriquées entre septembre 1944 et août 1945. Parmi celles-ci, 164 211 000 sont expédiées vers le théâtre du Pacifique. Environ 89 400 000 cartouches sont dépensées au combat. Les 74 111 000 cartouches restantes présentent un problème d'élimination. Le département de la guerre classe la munition M27 confidentielle le 1er septembre 1945,
restreignant la discussion de son existence ou de ses capacités. La classification est rehaussée au niveau secret le 15 janvier 1946, lorsque le Pentagone reconnaît les implications politiques et diplomatiques des munitions incendiaires pour armes légères. Tous les stocks restants sont ordonnés d'être consolidés à l'usine d'armement de Lake City sous garde armée. Entre septembre 1945 et mars 1946, l'armée détruit 62 100 000 cartouches, M27 par combustion contrôlée sur des sites d'élimination désignés. Les 12 11 000 cartouches restantes restent en stockage classifié à Lake City et à l'arsenal de Frankford, conservées pour une utilisation future potentielle ou la recherche technique. La guerre de Corée pousse à une brève reconsidération. En novembre 1950, des commandants du corps des Marines demandent des munitions M27 pour les utiliser contre les forces chinoises menant des attaques en vagues humaines. La demande atteint le Pentagone le 28 novembre 1950. Le secrétaire à la Défense George Marshall rejette la demande le 3 décembre, déclarant « Les implications politiques et morales de l'emploi de munitions incendiaires pour armes légères contre les forces communistes dépassent tout avantage tactique. » La recherche et le développement continuent secrètement. Entre 1952 et 1967, l'arsenal de Frankford conduit 34 programmes de tests distincts explorant des conceptions améliorées de munitions incendiaires. Ces programmes produisent le projectile incendiaire XM162 pour le fusil M16 et le projectile incendiaire XM296 pour le fusil M14. Aucun n'atteint la production, rejeté pour les mêmes raisons politiques et morales qui mirent fin à l'utilisation du M27. La dernière utilisation officielle des munitions M27 se produit en 1958, lorsque les forces spéciales de l'armée dépensent environ 40 000 cartouches lors d'opérations classifiées au Laos. Les rapports après-action restent classifiés à ce jour. L'opération met fin à l'utilisation au combat du M27 de manière permanente. Le stock restant, 11 240 000 cartouches au 1er janvier 1959, repose dans des bunkers climatisés, se dégradant lentement. La déclassification commence en 1978, lorsque le Freedom of Information Act force la publication des archives du développement des munitions de la Seconde Guerre mondiale. L'armée déclassifie les spécifications techniques et les données de production du M27, mais maintient la classification sur les rapports d'emploi tactique et l'analyse des victimes. La déclassification complète n'a lieu qu'en 1988, 43 ans après la fin de la guerre. En 1988, le stock restant de M27 s'est dégradé au-delà de toute utilisation sûre. Les détonateurs se sont détériorés. Le mélange incendiaire a absorbé l'humidité et perdu sa réactivité, et les charges de poudre se sont décomposées. Entre mars et septembre 1989, l'armée détruit les 8 200 000 dernières cartouches, 3 640 000 avaient été détruites plutôt à cause d'accidents de stockage ou de problèmes de sécurité, par démolition contrôlée au dépôt chimique de Pueblo, dans le Colorado. L'héritage influence le développement moderne des munitions. Le projectile traceur M196 pour le fusil M16 intègre une technologie incendiaire dérivée de la recherche sur le M27, bien que conçu pour le marquage de cibles plutôt que l'usage antipersonnel. Le projectile multirôle MK211 mode 0 Rofos pour la mitrailleuse lourde de calibre .5 0M. 2 Browning combinent des effets anti-chars, explosifs et incendiaires en un seul projectile. Conceptuellement similaire au M27, mais à plus grande échelle et conçu principalement pour un usage antimatériel. Les armées étrangères étudient la documentation déclassifiée du M27. L'Union soviétique développe le projectile traceur incendiaire 7N, 1 pour le fusil SVD Dragunov, incorporant des principes similaires. La Chine produit le projectile incendiaire type 56 pour le carbine type 56, une copie directe de la technologie M27 obtenue par collecte de renseignements. Aucune des deux armes ne voit d'utilisation significative au combat avant d'être retirée en raison de pressions internationales.
L'armée américaine moderne maintient une interdiction stricte sur les munitions incendiaires pour armes légères à usage antipersonnel. La directive 5107,77 du département de la Défense, émise en 1974 et mise à jour en 2011, interdit explicitement le développement ou l'utilisation de munitions conçues pour mettre le feu à des êtres humains. La directive cite à la fois le droit international et des considérations morales, mettant effectivement fin à toute possibilité de retour des munitions de type M27 dans les arsenaux américains. Le caporal James Mitchell survit à Peleliu. Il combat à travers Okinawa avec la 1re division de Marines où il tire 340 autres cartouches M27. Il retourne à Seattle en octobre 1945, reçoit une libération honorable en décembre et ne parle jamais publiquement des projectiles incendiaires avant 1987. Dans un entretien d'histoire orale avec la division historique du corps des Marines, Mitchell, alors âgé de 66 ans, déclare « Nous les appelions les cartouches du diable. Elles fonctionnaient. Elles ont sauvé des vies américaines. Mais je vois encore ces hommes brûler quand je ferme les yeux. On n'oublie pas ça. On ne peut pas. Je ne suis pas désolé que nous les ayons utilisés. Je suis juste désolé que nous ayons eu à le faire. » Theodore Halpern, l'ingénieur de l'arsenal de Frankfort qui conçut le M27, reçoit la médaille de commendation de l'armée en novembre 1945 pour son travail sur le développement classifié de munitions. La citation ne mentionne pas les projectiles incendiaires ou leur usage au combat. Halpern travaille à l'arsenal de Frankfort jusqu'à sa retraite en 1971. Il meurt en 1984 sans jamais discuter publiquement de son plus important accomplissement d'ingénierie. Son dossier personnel classifié, déclassifié en 1998, inclut une lettre de 1946 à son commandant demandant un transfert hors du développement de munitions. Je ne peux plus contribuer à des armes conçues pour causer de telles souffrances, quelle que soit la nécessité militaire. Le sergent-chef Robert Henshaw meurt à Okinawa le 18 mai 1945, tué par un tireur d'élite japonais. Il est crédité de 47 tués confirmés, utilisant des munitions M27 durant la campagne. Sa dernière lettre à sa famille, écrite le 15 mai 1945, inclut un passage que sa famille ne comprendra qu'après la déclassification. « Nous avons des munitions qui font des choses terribles, efficaces mais terribles. Je prie pour que cette guerre se termine avant que nous ne devenions les choses contre lesquelles nous nous battons. Les 187 millions, 433 000 cartouches, M27 produites durant la guerre représentent 187 millions. 433 000 décisions de prioriser des vies américaines plutôt que la souffrance ennemie. Ces décisions sauvèrent une estimation de 15 000 à 20 000 victimes américaines basée sur l'analyse comparative des résultats d'engagement. Elles créèrent aussi un héritage moral avec lequel le Pentagone lutta pendant 4 décennies de classification et qu'il rejeta finalement pour toute utilisation future. Les vétérans qui utilisèrent les munitions M27 en parlèrent rarement, même après la déclassification. La combinaison du secret classifié et de l'ambiguïté morale créa une conspiration du silence qui persista jusqu'aux années 1990. Quand ils parlèrent, la plupart exprimèrent la même vue conflictuelle, nécessaire mais en temps, efficace mais terrible, justifiée mais inoubliable. La cartouche incendiaire M27 représente une des armes les plus efficaces et controversées de l'histoire militaire américaine. Elle sauva des milliers de vies américaines. Elle causa des souffrances qui troublèrent même les vétérans de combat endurcis. Elle resta classifiée plus longtemps que le projet de la bombe atomique. Plus important encore, elle nous rappelle que les hommes qui menèrent nos guerres portèrent des fardeaux que nous ne comprendrons jamais pleinement. Des fardes.